BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. La polémique comme tous les matins avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler de l'inflation qui se calme sur les fruits et légumes. Selon les relevés de prix réalisés dans la grande distribution, la situation tend à se normaliser. De quels produits parle-t-on? Les tomates, les concombres, les courgettes et les fraises, en l'occurrence. Alors, c'est une moyenne annuelle observée par France Agrimer, qui est l'Office français des produits de l'agriculture et de la mer. Il y a des produits qui sont à peu près à un niveau stable, des produits qui baissent, quelques-uns qui augmentent, mais enfin, on est sur quelque chose qui, oui, effectivement, tend à se normaliser. Un biais quand même. On observe avril 2023 par rapport à avril 2022. En avril 2022, on n'avait pas une inflation alimentaire comme celle qu'on a connue cette année, mais il y en avait déjà un peu. Si on observe avril 2023 avec 2019, on voit bien qu'une marge d'escalier a été franchie. Ça nous donne quoi? Par exemple, 500 grammes de fraises, plus 12 centimes, concret. plus 12 centimes sur un an à 4,33 €. Un kilo de concombre, plus 18 centimes à 1,29 €. Un kilo de courgettes, moins 47 centimes à 2,48 €. Un kilo de tomates, moins 27 centimes à 3,62 € le kilo. Des moyennes donc dans la moyenne et grande distribution. Attention, c'est pas les prix observés chez les maraîchers ou sur le marché du dimanche. D'accord. Alors comment explique-t-on ces hauts et ces bas sur les prix des produits frais? Eh bien, on est en fait sur les deux composantes de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui sont vraiment volatiles. Vous en avez deux, qui sont l'énergie et qui sont les produits alimentaires. C'est d'ailleurs pour ça que quand on veut affiner la vision de l'inflation, on la regarde en mettant de côté les prix volatiles, en mettant de côté les prix de l'énergie et en mettant de côté les prix des produits alimentaires. C'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, qui est considérée comme l'inflation la plus dure, celle vraiment contre la Banque centrale, celle contre la Banque centrale tente de lutter. Alors qu'est-ce qui va faire que on a beaucoup de volatilité sur l'énergie? C'est l'offre et la demande. Qu'est-ce qui va faire qu'on a beaucoup de volatilité sur les prix de l'alimentaire? Le juge de paix, c'est principalement la météo. Si vous avez la quantité d'eau habituelle, si vous avez les températures habituelles, vous avez des rendements qui sont pas trop mauvais, vous avez une offre qui tient le coup, et si l'offre tient le coup, généralement les prix ont tendance à baisser. Rien ne dit que cet été, on ne va pas manquer d'eau, comme certains le redoutent, et qu'on n'aura pas une situation qui sera très très différente sur quand même des produits de circuit court en août et en septembre par rapport à la situation qu'on peut observer en avril 2023 par rapport à avril 2022. Voilà, tout ça est très volatile sur l'alimentaire. C'est quand même le domaine dans l'alimentaire où on peut imaginer que si l'inflation vraiment ralentissait, voire s'éteignait, on aurait des vraies baisses de prix. Tandis qu'il y a des produits qui auront atteint des niveaux que probablement ils conserveront, même si l'inflation venait à ralentir. Alors Bruno Le Maire, lui, a pris des engagements sur BFM TV hier sur les prix alimentaires. On peut rappeler ce qu'il a dit? Il a dit qu'il s'engageait à casser la spirale des prix alimentaires. Voilà. Un engagement politique sur les prix. Moi, je rappelle ce que dit l'humaniste Jean Baudin, le souverain fait les monnaies mais pas les prix. Donc voilà que Bruno Le Maire s'engage hier. Quelques jours auparavant, Olivia Grégoire s'est même engagée, souvenez-vous, ministre délégué au PME, à une baisse visible des prix, une baisse. Pas un ralentissement de l'inflation, mais une baisse visible des prix de l'alimentaire à compter du mois de septembre, comme si on allait avoir un septembre vert. Alors qu'est-ce qui pousse Bruno Le Maire à espérer ça? D'abord la reprise des négociations exceptionnelles entre les industriels d'un côté et les distributeurs. C'est une exception en France. On a en théorie une seule négociation annuelle, contrairement aux autres pays. On va rouvrir ces négociations. On peut imaginer qu'effectivement, on observe une baisse des coûts de production par rapport à la négociation de fin 2022, qu'on puisse intégrer dans des baisses de prix. Et puis, la concurrence des MDD, des marques de distributeurs, commence vraiment à se faire sentir, à tel point que ça pourrait inciter les industriels à éviter d'atteindre des prix psychologiques qui font qu'ils perdent leurs clients à l'arrivée. Et puis il mise sur la prolongation, il l'a annoncé hier, de ce qu'il appelle le trimestre anti-inflation, au-delà de la date du 15 juin. Alors au niveau du gouvernement, ce trimestre anti-inflation devait s'incarner par la petite pastille qui devait accompagner les produits bleu, blanc, rouge, que personne n'a vraiment vu. Enfin, dans les faits, toutes les grandes enseignes ont peu ou prou présenté leur petit panier sur lesquels ils s'engageaient à geler les prix. Alors, l'optimisme de Bruno Le Maire va pas forcément avec celui de l'INSEE qui a publié des prévisions vendredi, prévisions d'inflation, avec un ralentissement de l'indice global des prix à la consommation à l'horizon du mois de juin. On retomberait à 5,4%, mais avec un niveau des prix alimentaires qui pourrait se maintenir aux alentours des 15%, dynamique d'inflation, l'été qui vient. Ce qui veut dire que si on reste sur une dynamique à 15% d'inflation, voire un peu plus sur l'alimentaire, on aura du mal à concrétiser les promesses politiques à la fin de l'été. Et si c'est le scénario qui se réalise, que peut faire le gouvernement? C'est un vrai pari politique, ce qui vient d'être fait. Alors, qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Il peut effectivement faire une pression maximale sur ces négociations. Il est sain d'ailleurs, il est dans son rôle pour considérer qu'elles doivent reprendre. Il y a une énorme différence aujourd'hui sur les coûts de production liés à l'énergie, liés aux matières premières agricoles, liés au transport, liés à l'emballage, par rapport aux conditions de la première négociation qui s'est tenue donc à compter de fin 2022 jusqu'à la fin du mois de février. Mais après, s'il ne se passe rien et compte tenu des engagements politiques,
je ne serais pas surpris qu'il y ait la tentation de trouver encore une solution avec de l'argent public pour essayer d'aller atténuer la facture des consommateurs. On verra. Ouais. Alors c'est un peu un procès d'intention, ce que je fais. On nous dit toujours que le quoi qu'il en coûte est terminé. 3 milliards pour augmenter les professeurs, on va considérer que c'est pas forcément une dépense de fonctionnement, c'est peut-être une dépense d'investissement. Mais ça saupoudre pas mal en ce moment. Mais on a mis 1 milliard sur le lycée professionnel. On a annoncé vendredi un plan vélo 2027 à 2 milliards d'euros. On a Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui nous dit qu'il y a des grandes annonces à venir sur le logement et la rénovation énergétique des bâtiments. J'attends de voir ce que ça va supposer en termes de dépenses publiques. Puis on a toujours de manière très floue un plan Marshall pour les classes moyennes. Plan Marshall pour les classes moyennes, moi si je reprends les éléments du plan Marshall de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ça fait quand même beaucoup d'argent. J'ai un peu l'impression que les cordons de la bourse publique seront là pour pallier la difficulté à tenir des promesses politiques un peu audacieuses. Et c'est très audacieux de s'engager politiquement sur les niveaux des prix. Nicolas Dose pour la polémique, merci.